mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un tueur en série français qui a été surnommé le tueur de l'ombre car il avait pour habitude de tuer soit le soir, soit dans la nuit, soit très tôt le matin. Marcel-Henri Barbeau naît le 10 août 1941 à Liancourt, dans l'Oise. C'est le fils d'un cheminot, d'un conducteur de locomotive à vapeur, et sa mère travaille dans le textile. À l'âge de 14 ans, après avoir raté son certificat d'études primaires, il décide de quitter l'école. En 1957, il est engagé comme chauffeur de rivet. Il travaille dans les ateliers mécaniques de la clouterie Rivière à Creil. On sait également qu'il est militant à la jeunesse ouvrière chrétienne, qu'il pratique la boxe ainsi que le judo. Lorsqu'il a voulu passer son permis, il a échoué 8 fois au code de la route. C'est pas une info très importante, mais je vous la donne. À sa majorité, le 13 décembre 1960, il s'engage dans l'armée et il sert durant la guerre d'Algérie. Cependant, dans l'armée, il est brancardier et ce qu'il voulait être, lui, c'était parachutiste. Il a très vite abandonné l'idée car il avait le vertige. Vertige pour un parachutiste, c'est peut-être pas le meilleur combo. Le 19 décembre 1962, il est démobilisé avec les honneurs et est même décoré d'une médaille. La médaille commémorative des opérations de sécurité et maintien de l'ordre en Afrique du Nord, mais aussi d'une autre médaille qui est la Croix de valeur militaire. À son retour de la guerre, il retourne à l'usine et ce qu'il veut maintenant, c'est être gendarme. Cependant, il rate les sélections. Quand il a 21 ans, à la sortie d'un cinéma, il rencontre Josiane. Certes, Barbeau est grand, imposant, mais il est un petit peu timide et très gentil. Et c'est cette gentillesse qui va toucher la jeune fille. Ils ont réellement un coup de foudre l'un pour l'autre. En 1964, ils se marient et ensemble, ils auront 2 garçons. Patrice, qui est né en 1966, et Laurent, qui naît en 1972. Ensemble, ils s'installent à Montataire, dans le quartier des Martinets. Les gens diront de Barbeau que c'est un homme sympathique, un bon père de famille et un mari exemplaire. Barbeau perd sa mère en 1968 d'un cancer du sein, puis il perd ses 2 frères, Jean-Louis et Roger, respectivement en 1971 dans un accident de voiture et en 1974 en se suicidant sous un train. Je ne sais pas vraiment où était son père à ce moment-là, ni même s'il avait encore des contacts avec lui. Je sais seulement que pour ces 3 décès, c'est lui qui a pris toutes les démarches administratives en main. Cela l'a énormément touché puisqu'il se rend très souvent au cimetière sur leur tombe pour leur parler, pour prier. Ils sont enterrés dans le même cimetière. Presque à chaque fois, on parle de cet élément déclencheur chez les tueurs en série. Chez Marcel Barbeau, c'est très certainement ces 3 décès coup sur coup qui ont fait qu'il a plongé dans les crimes et la violence. En 1972, Barbeau change d'entreprise. Il travaille à présent à Saint-Gobain, qui est situé à Rentigny, c'est dans le bassin industriel de Creil, et il fait les 3-8. C'est à cette période qu'il commence une série de cambriolages meurtriers. Il agit seul, à mobilette, et la plupart du temps, il vole des armes. Il fait ça lorsqu'il rentre du travail, il attaque ses victimes le long de la voie ferrée Paris-Amiens. Il agit par étapes. D'abord, il les frappe avec une sorte de pelle du type SNCF, puis il les poignarde au niveau du cœur avant de leur tirer une balle, et c'est une carabine 22 long rifle. Je vous mettrai une photo parce que même moi, je ne savais pas ce que c'était. Très souvent, il agit entre 19h et 21h, d'où son surnom du tueur de l'ombre, mais ça lui arrive également des fois d'agir très tôt le matin. Selon la rumeur, toutes ses victimes sont brunes et il les a stalkées des jours avant de passer à l'acte afin de connaître tous leurs faits et gestes. Il les déshabille sans pour autant les violer, ce qui est assez rare chez les tueurs en série, et il les dépouille de leur sac à main. Le soir du 10 janvier 1969, à Nogent-sur-Oise, il tire 6 coups de carabine sur Françoise Lecron et c'est la femme de l'un de ses collègues. La femme en question était en train de cuisiner lorsque ce dernier lui a tiré dessus. Sur les 6 coups tirés, seulement un la touche au niveau de l'épaule. Elle se jette donc à terre et miraculeusement elle survit. Cependant, elle est incapable de décrire
celui qui a essayé de la tuer. Ce qui est compliqué dans cette agression, c'est qu'il ne semble pas y avoir de mobile. Les policiers pensent que cela a été fait afin d'intimider le mari de la femme. Son mari, ce n'était pas n'importe qui. C'était l'un des cadres dirigeants de l'entreprise Saint-Gobain. Et au moment où l'agression a eu lieu, il était en train de négocier le rachat d'une entreprise de la région. Le 14 janvier 1969, au soir, Michel Louvet, âgé de 17 ans, se trouve au niveau de la voie publique de Nogent-sur-Oise lorsque Barbeau lui tire une balle dans le ventre. La jeune fille, rentrée chez elle, elle aussi survit et comme sa précédente victime, elle est incapable de décrire son agresseur. Tout s'est passé beaucoup trop vite. C'est à ce moment-là que la police fait le rapprochement entre les deux agressions et que la presse le surnomme le tueur de l'ombre. Le 23 janvier 1969, soit une semaine plus tard, Barbeau viole et abat Thérèse Adam, une représentante cosmétique de 45 ans. C'est un passant qui découvre son corps le lendemain, près de la voie ferrée. La femme avait même confié ses craintes depuis qu'elle avait entendu parler des 2 tentatives de meurtre ratées les jours précédents. Une enquête débute, sauf que Barbeau n'est pas connu des services de police. Donc pour l'instant, il n'est pas inquiété. Fait rarissime au début d'une enquête, cette affaire est qualifiée de psychose criminelle en raison du rythme soutenu des agressions. Le 16 novembre 1969, Barbeau ne se contente pas de rester dehors, il s'introduit chez Suzanne Mérienne, une femme âgée de 44 ans. Lorsqu'il s'introduit chez elle, elle est avec sa fille Micheline, âgée de 19 ans. Barbeau a dissimulé son visage avec un foulard de couleur rouge et porte un ciré de pêcheur de couleur marron. Il les menace avec une carabine, puis leur demande de sortir et les entraîne jusqu'à un chemin boueux à proximité de la voie ferrée. Là, il sépare les 2 femmes. Il ligote la mère et lui tire une balle dans la tempe. Micheline, de son côté, parvient à s'échapper et prévient les voisins. Lorsqu'elle revient, il est trop tard. Sa mère gît dans une mare de sang. Elle appelle les secours, mais Suzanne décédera à l'hôpital. La fille de la victime, Micheline, a bien vu Barbeau, donc elle aide les enquêteurs à faire un portrait robot. Ce qui ne sert pas à grand-chose, l'enquête piétine. Elle leur a donné quelques informations, dont le fait que son agresseur était un homme grand, bien bâti, avec des yeux de chat. Dans sa fuite, le tueur a oublié un sac en toile. Dedans, il y avait un porte-monnaie et des balles de carabine. On peut se dire que ces objets pourraient certainement permettre aux enquêteurs de faire avancer l'enquête. Eh bien non. La police avait déjà établi un lien entre les 2 agressions. Ils ont également établi un lien entre les 2 meurtres. Maintenant, ils établissent un lien entre les 2 agressions et les 2 meurtres, donc entre les 4 cas. Le tueur de l'ombre fait la une des journaux et les habitants de Nogent-sur-Oise, en particulier les femmes, évitent de sortir seuls à partir d'une certaine heure, quand il fait nuit en fait. Le 9 janvier 1970, un homme correspondant au signalement est retrouvé mort sous un train. Dans sa poche, il retrouve des clés tachées de plâtre et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque le tueur s'est enfui, que les enquêteurs ont retrouvé un porte-monnaie mais aussi des balles dans le sac, il y avait aussi des traces de poudre blanche qui s'apparentaient à du plâtre. Sa femme l'avait même dénoncé à la police lorsqu'elle avait vu le signalement du tueur de l'ombre car selon elle, il ressemblait à son mari. L'homme avait été interrogé puis relâché et il se serait suicidé suite à la trahison de sa femme. Comme Barbeau ne fait plus parler de lui pendant 3 ans, la police et les habitants prennent l'hypothèse que celui qui se soit jeté sous le train soit le tueur de l'ombre très au sérieux. Cela leur permet en plus de vivre plus sereinement et la psychose s'efface petit à petit. Mais Barbeau n'a pas dit son dernier mot puisque 3 ans plus tard, il récidive. Le 6 février 1973, Annick Delille, âgée de 29 ans, est frappée avec une matraque et est tuée d'une balle dans la tête. Son mari la découvre morte et dénudée à côté de chez eux. Le 28 mai 1973, vers 23 h, Eugène Stéphane, âgé de 25 ans, et Morissette Van Ift, âgée de 23 ans, sont dans leur voiture sur le parking du cimetière de Leineville. On peut se dire que l'endroit choisi est assez étrange. En réalité, c'est un endroit qui est prisé par les jeunes amoureux lorsqu'ils ne peuvent pas se rendre chez les parents de l'un et de l'autre. Ce sont des ouvriers qui découvrent les corps des 2 amoureux sans vie le lendemain matin car la portière de la voiture était grande ouverte. L'homme gît dans une mare de sang sur le siège avant de la voiture
et la femme a été retrouvée quelques mètres plus loin. Ils ont tous les deux été frappés et abattus d'une balle. Cette enquête est confiée aux gendarmes de Laigneville, vu que cela s'est passé sur le parking du cimetière de Laigneville. Les 3 autres enquêtes avaient été confiées aux gendarmes de Nogent-sur-Oise. Bon, c'est pas très grave puisque de toute façon, il relie automatiquement ce double meurtre au tueur de l'ombre. Le 8 janvier 1974, comme tous les soirs, Josette Routier, 29 ans, quitte son travail d'employée de banque pour rentrer chez elle. Vers 19h30, Barbeau, déjà caché chez elle, l'abat de 2 balles. Il lui a également arraché tous ses vêtements. Josette était propriétaire de son logement depuis peu, elle habitait au rez-de-chaussée. 3 jours plus tard, le 11 janvier 1974, c'est Madeleine Kiel, une des voisines qui avait les clés de Josette, qui entre dans son appartement, puisqu'elle n'avait pas de nouvelles d'elle, elle trouvait ça très étrange. Elle et son mari découvrent le corps sans vie de la jeune femme. Son sac à main a été volé et en partant, Barbeau a laissé des empreintes de bottes de taille 44. Malheureusement, la taille est très répandue, donc l'enquête, sans mauvais jeu de mots, piétine toujours. La voisine dit avoir entendu effectivement des tirs amortis et vers 16h, elle a aussi entendu un bruit de carreaux. Serait-ce Barbeau qui est entré chez Josette vers 16h par effraction, en cassant un carreau? Peut-être, certainement, on ne sait pas. En septembre 1974, un nouveau policier débarque dans l'Oise. Il s'agit de Daniel Neveu, âgé de 34 ans, et il est affecté à la police judiciaire. Il est le premier à réellement relier tous les dossiers, car en effet, on se disait qu'il y avait certainement un lien, mais il n'y avait pas eu plus de recherches qui avaient été faites sur ça. Depuis le début de l'enquête, ce ne sont pas moins de 250 gendarmes et 50 inspecteurs qui ont été mobilisés pour réaliser des fouilles, des auditions, etc. L'enquête est très compliquée puisque les indices sont peu nombreux et peu, voire pas exploitables. Un cheveu brun, des balles, enfin des douilles de balles, des empreintes de chaussures, des témoignages de personnes ayant vu l'agresseur mais qui ne donnent pas forcément plus de descriptions physiques ou de détails. De leur côté, les experts psychiatres pensent que le tueur est un monstre solitaire, incapable d'avoir une vie sexuelle, une sexualité normale. Daniel Neveu remarque que lors du dernier meurtre, le tueur a utilisé un couteau dans un but sexuel. Je ne veux pas savoir de quel but il s'agit, mais cette chose qu'il a faite, ce n'est pas quelque chose qu'il avait fait auparavant. Le 26 novembre 1975, un habitant de Nogent-sur-Oise, d'origine portugaise, se rend au commissariat. Il leur explique que ça fait 4 ans qu'il héberge sa nièce, Julie Consalves, qui est âgée de 29 ans. Depuis la veille, 6h du matin, lorsqu'elle est partie du travail, il n'a pas eu de nouvelles d'elle et il s'inquiète. Il leur en dit un petit peu plus, il dit aux policiers que dans ses habitudes, elle passe par le parc Hébert tôt le matin et qu'elle prend le train de 6h09. C'est un employé municipal qui a découvert son corps lorsqu'il ratissait les feuilles du parc. Elle était dévêtue des genoux à la poitrine et selon le médecin légiste, elle est décédée par balle et sa mort remonte à 2 jours. Après ce meurtre, le commissaire Christian Jacob reçoit un témoin qui décrit le meurtrier comme un homme grand, imposant, beau, avec les cheveux noirs, mais aussi vêtu de sombre. Ça aide pas beaucoup. Près de la gare de Villers-Saint-Paul, le matin du 6 janvier 1976, Barbeau frappe Françoise Jakubowska, âgée de 21 ans. Il la frappe avec une matraque, puis la poignarde plusieurs fois dans la poitrine avant de l'abattre d'une balle. La jeune femme a été retrouvée déshabillée. Le 14 décembre 1976, après 8 années de traque, Marcel Barbeau est arrêté, et ce grâce à un coup de téléphone anonyme. Une personne disant « Âgé de 35 ans, il mesure 1,80 m. Il est marié à une blonde, il a 2 enfants, pas de permis de conduire. Il a fait l'Algérie, il a pratiqué la boxe et il a travaillé chez Rivière-Cloutry. » Christian Jacob n'est jamais parvenu à identifier qui était l'homme au bout du fil
et Daniel Neveu pense que Barbeau s'est auto-dénoncé. Daniel Neveu s'est rendu compte en regardant un petit peu tous les crimes mais aussi les agressions, que l'énigme de l'enquête, de l'affaire, c'était le cimetière de Nogent-sur-Oise. Quand il reliait les endroits où avaient lieu les agressions et les meurtres, cela formait une sorte de triangle et le cimetière était au milieu du triangle. Concernant le double meurtre des jeunes amoureux sur le parking du cimetière de Laigneville, Daniel Neveu dira que ce n'était pas un meurtre prémédité, puisqu'il n'avait pas prévu ça du tout, mais plus d'un meurtre d'opportunité. Il venait avant sur les lieux et puis il se disait « tiens, ceux-là, je vais peut-être les tuer ». Aussi, visiblement, il aurait découvert une balle du même modèle de la carabine qu'utilisait Barbeau à côté d'un robinet d'eau. Ce robinet d'eau n'est pas situé n'importe où, il est situé derrière l'église. Et ce sont seulement les personnes habituées et connaissant le cimetière de Laigneville qui peuvent connaître ce robinet d'eau. Ensuite, il essaye un peu de recouper les lettres de dénonciation, mais aussi de récupérer une liste de noms de personnes qui viennent souvent à l'église. Il tombe sur Barbeau. Un à un, Neveu interroge les 34 suspects. Lors de la perquisition de Barbeau à Montataire le 14 décembre 1976, il retrouve dans la cave une carabine sciée, des balles, mais aussi un ciret de couleur marron. L'analyse balistique révèle que l'arme a bien été utilisée pour les deux meurtres. Certes, les armes des autres homicides n'ont pas pu être trouvées, mais étant donné qu'il y a le même mode opératoire, cela ne fait pas vraiment de doute sur le fait que ce soit bel et bien un tueur unique. Barbeau avait déjà été condamné dans le passé pour des cambriolages et lorsque les enquêteurs reprennent la liste de tous ses méfaits, ils se rendent compte qu'en effet dans le passé, il avait déjà volé une carabine. Ils savent notamment que le propriétaire s'entraîne à tirer dans son jardin, donc dans ce dernier, il retrouve des douilles de balles qu'ils peuvent facilement rapprocher avec les crimes. Autre preuve supplémentaire, les jours de meurtre correspondent aux jours de repos de Barbeau. Barbeau, qui n'a pas d'alibi, est incarcéré pour les assassinats et les tentatives d'assassinat. Son procès s'ouvre le 25 mai 1981 au palais de justice de Beauvais, devant la cour d'assises de l'Oise. Il doit répondre de 5 meurtres dont il est accusé, ceux de Morissette, Josette, Eugène, Julia et Françoise. Les 3 autres crimes attribués à Barbeau n'ont pu être retenus contre lui faute de preuves. En effet, les éléments balistiques retrouvés lors de l'enquête ne permettent pas de l'incriminer à coup sûr. L'avocat général Marc Moinard requiert la peine de mort après un réquisitoire de 4h30. Bien qu'il n'y ait peu de chances que cette dernière soit appliquée, François Mitterrand, élu président, s'y était déclaré ouvertement opposé. Le 10 juin 1981, après 6 heures de délibération, le jury condamne Marcel Barbeau à la perpétuité. Au total, il y a eu 75 témoins et 17 experts qui ont été interrogés au cours du procès. Le 17 mars 1982, sa peine est annulée. Barbeau est de nouveau rejugé en 1983 devant les assises de l'Oise. Cependant, le verdict ne change pas grand-chose puisqu'il est condamné de nouveau à la perpétuité. Et ce, le 2 décembre 1983. Depuis décembre 1976, Barbeau est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur. Il n'a pas bénéficié de remise de peine. Dans la prison où il est bibliothécaire, il fait partie des plus anciens détenus de France. L'épouse de Barbeau a même témoigné disant « C'était un bon mari, doux et attentionné avec les enfants. Je n'ai rien à lui reprocher. C'était un mari fidèle, je n'ai jamais songé qu'il ait pu me tromper. Je n'ai jamais compris pourquoi il commettait ces cambriolages, nous n'avions pas de mal à vivre. Quand il est sorti de prison, j'ai décidé de lui donner une chance. Mais je l'ai prévenu que s'il recommençait, ça serait fini. Il m'a menti 2 fois. Chaque fois, il m'a assuré qu'il partait faire des renforts à l'usine et c'était faux. L'avocat de Barbeau lui demande même si elle pense que son mari peut être le tueur de l'ombre, ce à quoi elle répond « Non. Marcel est innocent de tous ses crimes, sinon je ne serais pas restée avec lui. » Voilà, c'est la fin de cette histoire française. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous ne connaissiez pas ce tueur en série français. Moi je le connaissais pas avant de tomber sur cette histoire, donc je suis contente de l'avoir découverte. J'espère que vous aussi. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.